On est une nuit d'Halloween en 2002. 4 jeunes filles marchaient tranquillement dans une rue déserte quand elles sont passées à côté d'une vieille église. Un homme se tenait devant cette église, dressé de vêtements assez particuliers. Il était habillé de vêtements de clown. Un clown devant une église, c'est assez atypique, n'est-ce pas? Il s'approcha des jeunes filles et leur posa une question. Il leur a demandé si par hasard elles n'auraient pas vu son chien. Les jeunes filles lui ont répondu que non, et l'homme a donc demandé si elles pouvaient l'aider à le retrouver. Les jeunes filles assez gentilles ont accepté, et l'homme au costume de clown les a donc conduits, toutes les 4, à l'intérieur de la vieille église. Dès que l'ensemble du groupe était dans le bâtiment, l'homme habillé en clown a fermé la porte derrière lui et l'a verrouillée à clé. Les jeunes filles étaient maintenant piégées et elles ont réalisé très rapidement qu'il était trop tard pour s'enfuir. Elles ont essayé quand même de courir, mais le clown était beaucoup plus rapide qu'elles. Le clown a attaché les filles et les a gardées comme ça pendant des heures. Il a fait des choses horribles avec elles et on entendait leurs cris résonner entre les murs de l'église. Après avoir pris autant de plaisir qu'ils voulaient, les filles pensaient que le clown allait les relâcher, mais elles se trompaient fortement. Il les a assassinées une par une et s'est ensuite échappé de l'église, disparaissant dans la nuit. Les gens qui ont croisé le chemin du clown après cela ne se doutaient pas une seule seconde de ce qu'il avait fait juste avant, parce qu'on était la nuit d'Halloween et beaucoup de personnes ce soir-là portaient des costumes. Si seulement ces gens savaient que ce costume de clown était taché de rouge parce qu'il venait de commettre un meurtre. Le lendemain matin, le prêtre local est allé à l'église. Il a été assez surpris de voir que la porte d'entrée était restée grande ouverte. Il s'est aventuré avec précaution à l'intérieur du bâtiment, et dans la pénombre, il a entendu un son comme des gouttes qui tombaient sur le sol. En s'aventurant un peu plus profondément dans le bâtiment, il a vu une mare de sang. Il a rapidement allumé toutes les lumières de l'église pour éclaircir justement ce qu'il pensait avoir vu. Et effectivement, ses yeux ont vu un spectacle des plus horribles. Le fameux son de gouttes qui tombent sur le sol avait une origine vraiment très macabre. Les corps sans tête des 4 jeunes filles étaient accrochés au plafond et leur sang coulait sur le sol, plus précisément sur l'autel qui se trouvait juste en dessous. Mais attention, cette histoire aurait pu s'arrêter ici, déjà dans ce contexte macabre, mais ce n'est pas le cas. Des choses terribles vont encore se produire. Les jeunes filles ont été enterrées dans le petit cimetière derrière l'église et quelques semaines plus tard, les parents de ces jeunes filles décédées ont reçu des colis bien particuliers. Ces parents ont ouvert ces colis et chacun d'entre eux est tombé d'horreur et de tristesse. Dans les colis adressés à chaque parent se trouvait la tête de leur fille décédée. Certaines personnes disent que si on se rend dans l'église le soir d'Halloween, on pourrait voir le fantôme de ces 4 jeunes filles sur l'autel. Une légende est née de cette histoire qui raconte que si on se rend dans l'église de nuit, on pourrait toujours entendre les cris des jeunes filles qui sont décédées cette nuit-là résonner entre les murs du bâtiment. Aujourd'hui, l'homme qui a commis cette atrocité n'a jamais été retrouvé. Donc rappelez-vous bien de cette histoire si jamais un homme vous demande de l'aider à retrouver son chien. Peut-être serait-ce un piège de cet individu pour commettre de nouveaux meurtres. Les amis, cette histoire s'arrête ici. Que dire de plus à part que c'est très macabre. C'est vraiment très creepy, horrible. Le destin de ces jeunes filles était scellé à partir du moment où elles se sont fait enfermer dans l'église. Et c'est horrible ce qui leur est arrivé. C'est horrible ce clown tueur, parce que clairement c'est comme ça qu'on peut le qualifier. Et horrible, d'un sadisme des plus extrêmes, au point qu'il a justement envoyé la tête de ses victimes à leurs propres parents. On peut pas faire, je pense, plus sadique que ça. C'est vraiment une horreur. Les amis, pour cette histoire-là, on reste dans le thème d'Halloween, et je pense que si vous avez déjà des petits frissons à ce moment de la vidéo, ça va être loin de s'atténuer. Iskra était une femme à poupée. Notre village était petit et n'était pas très fortuné, il ne se portait pas très bien. On avait simplement de quoi boire, de l'eau fraîche, et de quoi se nourrir à notre faim, mais c'était la seule chose qu'on avait. Les petits garçons du village avaient quelques jouets en bois, des petites voitures, des petits chevaux, des petits soldats, qui avaient été fabriqués par les pères du village. Mais en tout cas, toutes les petites filles du village, elles, avaient des poupées magnifiques qui avaient été créées par Iskra, la fameuse femme aux poupées qui créait les poupées. Le mari d'Iskra était un fermier et l'homme le plus riche du village, jusqu'au moment où son cœur l'a lâché. Iskra n'avait jamais eu d'enfant avec ce mari, et elle adorait ça, du coup c'est pour ça qu'elle donnait autant d'amour aux enfants du village. Comme si tous les enfants du village étaient les siens. À chaque 6e anniversaire d'une jeune fille du village, elle lui offrait une poupée magnifique qu'elle avait confectionnée elle-même. Alors elle les avait pas confectionnées à 100%, la poupée en elle-même, elle l'achetait dans une autre ville pour que ce soit de la meilleure qualité possible, mais par contre elle confectionnait les vêtements de la poupée elle-même, donc elle participait quand même à la création. Les jeunes filles adoraient ces poupées, elles en étaient vraiment folles dingues, et du coup naturellement elles adoraient Iskra qui leur remettait la fameuse poupée
à leur anniversaire. C'est normal, on te fait un beau cadeau, tu vas avoir tendance à apprécier la personne qui te fait ce magnifique présent. Tout s'est déroulé comme ça pendant des années. Mais vous vous en doutez bien, on est sur une histoire d'horreur, donc les choses ont changé d'une manière assez creepy. À son 6e anniversaire, une jeune fille du nom de Claudia a reçu la fameuse poupée de la part d'Iskra, et cette poupée était habillée d'une robe verte et avait des yeux magnifiques faits en verre. Elle prenait sa poupée partout où elle allait, d'ailleurs comme beaucoup des jeunes filles faisaient, tellement elles étaient fans de leur poupée, et à peu près une semaine après son anniversaire, on jouait tranquillement dans les champs avec Claudia, quand soudainement, elle s'est effondrée au sol. On s'est précipité pour aller chercher ses parents, qui ont eux appelé un docteur. Le docteur a dit que Claudia avait une fièvre très élevée et très dangereuse. Le médecin ne s'était pas trompé, quelques jours plus tard, Claudia est décédée suite à cette maladie. Avant que la nouvelle de sa mort ne se répande, la mère de Claudia s'est précipitée à la porte de Iskra et a jeté la poupée sur sa porte. Elle clamait que c'était la poupée qui avait donné cette fièvre à sa fille, qu'en fait Iskra avait lancé une sorte de malédiction à sa fille au travers de la fameuse poupée. C'est assez étrange quand même comme dire, sachant que toutes les filles du village ont une poupée de Iskra. Iskra a ouvert la porte, naturellement alertée par les cris de la femme qui se tenait devant chez elle, et elle a commencé à pleurer. Elle était très peinée de cette accusation. La mère de Claudia a ensuite été écartée par son mari, le père de Claudia, et tout le monde dans le village s'est accordé sur le fait qu'elle avait un peu pété un câble à cause de la mort de sa fille, et qu'elle avait décidé de mettre toute cette colère sur le dos de Iskra. Mais depuis ce moment-là, j'ai remarqué que de plus en plus d'adultes qui étaient amis avec Iskra ont commencé un peu à se détourner d'elle, comme si les accusations qu'avait lancées la mère de Claudia avaient quand même eu un impact. Iskra n'a pas été vue pendant quelques jours après ces événements, tout le monde a supposé qu'elle était en train un peu de se remettre de ce qui s'était passé, et l'anniversaire de ma petite sœur, ses 6 ans, sont arrivés. Iskra a toqué à ma porte et elle lui a présenté une magnifique poupée, comme elle avait l'habitude de le faire. Cette poupée avait de magnifiques yeux bleus et la robe était également bleue en accord avec les yeux. On dirait bien que Iskra en fait voulait un peu faire oublier les accusations qui avaient été portées à son encontre et montrer qu'elle était une bonne personne, qu'elle l'avait toujours été. Et en fait cette fameuse poupée qu'elle adressait à ma sœur était un peu un moyen de montrer tout ça au reste du village. Exactement 2 semaines après que Iskra ait transmis la poupée à ma sœur, ma jeune sœur Nika, qui avait reçu la poupée, est morte à cause de la fièvre, la même qui avait emporté Claudia. Mon père était dévasté. Pendant 2 jours, il était assis dans la maison, la poupée qu'avait donnée Iskra entre les mains, à l'analyser sous toutes les coutures. C'est au bout de ces 2 jours qu'il a décidé de confronter Iskra par rapport à ça. C'était comme si on revoyait la mère de Claudia quand sa fille était morte. Mon père était allé devant la maison d'Iskra, avait jeté la poupée sur la porte, et l'accusait d'avoir maudit la poupée et par conséquent d'avoir maudit sa fille. Il a également ajouté que c'était une sorcière, qu'elle avait jeté une malédiction sur la poupée et c'était pour ça que Nika était morte. Iskra est également, comme avant, sorti de sa maison et a clamé son innocence. Au bout de quelques minutes de confrontation, mon père a été écarté de la maison d'Iskra par le docteur et Iskra, elle, est retournée chez elle. Exactement comme avec la mère de Claudia. Sauf que cette fois-ci, ça ne s'est pas arrêté là. Un par un, chaque villageois du village dont la fille avait reçu une poupée de la part d'Iskra, s'était présenté devant sa porte et avait déposé la fameuse poupée devant sa porte, en guise un peu de rejet. Il y avait 20 ans de cadeaux donnés par Iskra qui avaient été remis sur le pas de sa porte. Personne n'a jamais vu Iskra emmener les poupées à l'intérieur de sa maison, mais ce qui est sûr c'est que le lendemain, toutes les poupées avaient disparu. On pourrait se demander ce qui s'est passé avec ces poupées. C'est assez mystérieux. Peut-être qu'elle les a ramenées pendant la nuit, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que personne ne l'a vu, il n'y a eu aucun témoin vis-à-vis du déplacement de ces poupées. D'ailleurs on n'a plus revu Iskra à la suite de cela, elle n'est jamais ressortie de sa maison. Parfois j'ai l'impression de la voir au travers de la fenêtre de chez elle, qui regarde discrètement les enfants jouer à l'extérieur. Son visage était devenu pâle, ses yeux étaient rouges comme si elle pleurait en continu. Elle semblait vraiment tomber au fur et à mesure dans la folie. Je ne l'ai plus jamais revue après ça, et la gentille Iskra, la femme aux poupées, a été oubliée. Des années sont passées, j'ai quitté le village. Je repense de temps en temps à Iskra, qui regardait à l'extérieur de sa maison avec ses yeux rouges, et je me sentais un peu désolé pour elle. J'avais de la compassion. Je n'ai jamais cru qu'elle avait blessé qui que ce soit par l'intermédiaire de ses poupées. J'ai toujours pensé que c'était juste une coïncidence que les enfants tombent malades d'une certaine fièvre, après que Iskra leur ait donné une de ses créations. J'ai trouvé ça vraiment injuste qu'elle soit accusée de tout cela parce que le village avait besoin d'un bouc émissaire pour accuser le coup. C'est en tout cas ce que j'ai toujours cru. Et un été, j'ai reçu une lettre de mon père. Le village ne se portait pas bien du tout et d'ailleurs les villageois le quittaient au fur et à mesure. Mon père avait décidé de déménager dans une ville avoisinante et il me contactait pour me demander si je pouvais l'aider à déménager ses affaires. J'ai accepté pour voir ce village
le village de mon enfance une dernière fois. Pendant qu'on rangeait ses affaires dans les cartons, j'ai jeté un coup d'œil vers la maison d'Iskra. Il y avait des trous dans le toit et les fenêtres étaient vieilles et brisées. J'ai demandé à mon père ce que la femme était devenue, ce à quoi il m'a répondu qu'il ne savait pas et qu'il s'en fichait. Elle n'a plus jamais été revue depuis que moi-même je l'ai vue au travers de sa fenêtre. Il y a de ça encore des années. Est-ce qu'Iskra était morte? Est-ce que son corps a été retrouvé? Personne n'en avait la moindre idée. Personne n'était rentré dans la maison par inquiétude. Je me souviens m'être senti attristé, vraiment, comme si j'avais perdu un proche. Quand le soleil a commencé à se coucher, j'ai décidé de m'aventurer auprès de la maison d'Iskra, ou du moins ce qu'il en restait. Mon père a essayé de me stopper en me disant qu'il n'y avait aucun intérêt à s'y rendre, mais je ne l'ai pas écouté. J'avais besoin de savoir ce qui s'était passé. Je voulais savoir ce qui était arrivé à Iskra. Peut-être que je devrais enterrer ses restes si nécessaire. Je me sentais en partie responsable de ce qui s'était passé, et j'aurais pu peut-être intervenir, essayer de plaider en sa faveur quand toutes ces accusations sont sorties contre elle. Mais qui m'aurait écouté? J'étais juste un enfant. La porte de la maison d'Iskra s'est ouverte, non sans difficulté. Il y avait une certaine pénombre à l'intérieur de la maison. Il y avait des toiles d'araignée, beaucoup de poussière, mais une odeur m'a interpellé. Une odeur de viande qui cuisait. Mais à part des chaises et une table au rez-de-chaussée, il n'y avait rien du tout. L'odeur s'intensifiait au fur et à mesure que je montais le petit escalier, et j'ai commencé à ressentir de la peur au fur et à mesure que je m'approchais du lit d'Iskra, dans sa chambre. Si on devait trouver ses restes, ce serait certainement à cet endroit-là. J'étais sûr qu'elle était morte, comme Nika, comme Cladia. J'en étais absolument certain. Mais au fur et à mesure que je m'approchais du lit, j'ai été surpris de voir que le lit était totalement vide. Le lit était d'ailleurs fait, il n'y avait aucun signe d'Iskra. Peut-être qu'elle a quitté le village, qu'elle est partie une nuit, et personne ne l'a vue. J'allais sortir de la maison en repassant par les escaliers que j'avais empruntés, quand j'ai remarqué qu'il y avait une échelle posée dans un coin qui menait directement au grenier. J'ai jeté un œil au plafond et j'ai remarqué que la trappe d'accès était fermée. J'ai testé l'échelle pour voir si elle était encore solide, et effectivement c'était le cas. J'ai commencé à grimper à l'échelle, j'ai poussé la trappe au plafond, elle n'était pas fermée à clé. Elle s'est d'ailleurs ouverte plutôt facilement. L'odeur que j'avais sentie en entrant dans la maison était encore plus forte dans le grenier. Les derniers rayons du soleil de la journée éclairaient encore cette zone de la maison, et quand j'ai jeté un coup d'œil aux alentours, mon cœur a sursauté. J'ai vu des petits visages dans le grenier me regardant. J'ai vite compris que c'était des morceaux des poupées que Iskra avait réalisées. Toutes les poupées que Iskra avait confectionnées et données aux jeunes filles et qui lui avaient été rendues par la suite étaient entreposées dans le grenier. En marchant dans le grenier, j'ai remarqué que le temps n'avait pas été clément avec ces objets. La pluie qui avait dû s'infiltrer par les trous dans le toit les avait gravement endommagées. Elles étaient maintenant craquées, les vêtements étaient déchirés et ça a clairement commencé à me donner la chair de poule. J'ai fait encore quelques pas dans le grenier quand j'ai vu quelque chose bouger du coin de mes yeux. Je me suis retourné, mais je n'ai rien vu. J'ai continué à avancer un petit peu et ce mouvement s'est reproduit. À ce moment-là, j'ai entendu un chuchotement, un murmure qui m'a totalement terrorisé. J'ai décidé de quitter la maison rapidement et de retourner voir mon père. Je me suis retourné et j'allais me diriger vers l'échelle quand, à ma grande surprise, Iskra se tenait devant moi. Elle était comme en décomposition et me fixait de ses yeux rouges. Elle a poussé un cri strident juste devant moi, quelque chose qui a eu comme effet sur moi comme si on me perçait le cœur et qui m'a terrorisé encore plus que je ne l'étais déjà. J'ai crié, je l'ai contourné, j'ai emprunté l'échelle et je suis sorti aussi vite que j'ai pu de sa maison. Pendant que je courais dans la maison pour en sortir, j'ai entendu des hurlements et un rire. J'ai réussi à sortir de la maison, j'ai couru vers les cartons et là où mon père se tenait, et me voyant aussi apeuré, il m'a demandé ce qu'il s'était passé. J'étais encore choqué par ce que j'avais vu, pris par la peur et j'avais du mal à parler. On a quitté le village immédiatement, sans se retourner. Une heure plus tard, j'étais encore sous le choc, et encore une heure plus tard, je pouvais encore sentir dans mes narines l'odeur que j'avais sentie à l'intérieur de cette maison. J'ai essayé d'expliquer ce que j'avais vu à mon père. Il m'a dit qu'elle avait sûrement eu une punition divine pour avoir tué tous ses enfants. Elle devait sûrement être punie entre la vie et la mort. Je restais assez dubitatif par rapport à ça. Je me souviens très clairement avoir entendu un rire malsain en sortant de la maison. Je me demande si, motivée par la rage de ces fausses accusations à son encontre, elle n'aurait pas réussi à tromper la mort pour prendre sa revanche sur ceux qui l'auraient accusée à tort. Ou peut-être que je deviens juste paranoïaque, tout aussi paranoïaque que ceux qui l'ont accusée des années plus tôt. Tout ce que je sais, c'est que je suis sûr de ce que j'ai vu. J'ai vu quelque chose qui devrait être morte depuis des années, mais qui était encore bien vivante. Maintenant j'ai grandi, j'ai des enfants, et ce qui est sûr, c'est que jamais je ne les laisserai jouer avec des poupées. Les amis, cette histoire s'arrête ici. N'est-elle pas incroyable? Est-ce que maintenant vous allez jeter toutes les poupées que vous avez dans votre maison? Je vous le conseille. Je vous le conseille, on ne sait jamais, parce que Iskra, elle est peut-être derrière tout ça, vous le savez pas. Peut-être qu'elle a ouvert son petit magasin, où elle vend ses poupées, on vous en a offert une. Peut-être. En tout cas, on peut avoir bien sûr plein de théories. Est-ce que Iskra est effectivement une sorte de sorcière qui aurait maudit des poupées pour atteindre des jeunes filles?
On pourrait se dire peut-être, mais pourquoi? Parce qu'elle a toujours été appréciée dans le village, son mari était riche, on peut se demander pourquoi elle ferait une chose pareille. On n'a aucun élément dans l'histoire qui pourrait dire que le fermier est mort à cause de quelqu'un dans le village ou d'une décision du village qui a fait que ça a conduit à sa mort et du coup elle veut se venger. Ça reste un vrai mystère. Moi, ma théorie personnelle, celle en tout cas à laquelle je pense maintenant, c'est qu'en fait, il y avait une maladie qui se répandait dans le village par les enfants et c'est ça qui leur causait la fièvre. On nous dit que c'est un village qui n'avait pas vraiment de moyens, du coup, pour les soins, ça devait être très difficile d'accès. C'est pour ça qu'elle ne pouvait pas être soignée. Forcément, quand on a quelque chose qu'on ne comprend pas, et ça c'est quelque chose que l'histoire nous a quand même bien montré, on recherche un bouc émissaire pour dire tiens, toi, c'est à cause de toi que tout ce qui se passe de mauvais dans le village existe, donc si on te condamne, si on te tue, tous les malheurs vont cesser. Et si les malheurs ne cessent pas, on va accuser encore quelqu'un d'autre. Et ça c'est quelque chose qui est prouvé dans l'histoire, ça a un nom. D'ailleurs je ne sais pas si ça s'appelle pas le syndrome du bouc émissaire, mais c'est quelque chose de scientifiquement, enfin peut-être pas scientifiquement, mais historiquement, qui est montré, c'est quelque chose qui existe clairement. Et je pense que Iskra en a fait les frais, et à cela on a ajouté un élément de paranormal, où justement Iskra a été accusée à tort, alors qu'elle n'avait rien à voir dans l'histoire, et en fait elle est encore là justement pour dissuader les curieux ou attaquer les curieux qui l'auraient justement accusé. Et du coup Iskra demeure toujours dans sa maison. Après, est-ce qu'elle est en attente que quelqu'un dise non, tu n'y es pour rien et la libère, ou est-ce qu'elle est là clairement pour se venger? Ça, libre à vous de vous en faire votre propre avis. En tout cas, personnellement, je pense que les poupées, c'est terminé. C'est terminé. Je ne les regarderai même plus dans les yeux. Déjà, je trouve ça flippant de base. Là, c'est terminé. Clairement. Là, c'est foutu. C'est foutu. Bon. Dans cette première histoire, on va voir quelque chose concernant un jeune garçon du nom de Aiden. Aiden était un petit garçon qui était connu dans toute la ville où il vivait, sauf qu'il y a un petit hic avec ce jeune garçon, c'est qu'il est mort. Et comme tout le monde le connaissait dans la ville, le jour de ses funérailles, quasiment tout le monde s'est présenté pour lui présenter leurs derniers hommages. Le père d'Aiden, lui, était un peu en retrait, il essayait de masquer ses larmes, il était totalement attristé de savoir que son fils n'aurait jamais une belle enfance, que son enfance s'est arrêtée comme ça brutalement. Sa mère pleurait à chaudes larmes également, elle se remémorait la naissance de Aiden, elle se rappelait que ce jour était le plus beau jour de sa vie, et c'était son enfant unique, elle n'en avait pas d'autre. Elle aurait donné sa vie pour que son enfant puisse vivre. Son professeur avait également les larmes aux yeux, il se rappelait de Aiden qui était un très bon élève, qui avait toujours le sourire sur son visage. En plus de ça, Aiden avait des attentions particulières vis-à-vis du professeur. Il laissait tous les matins une petite pomme, comme ça, pour lui faire plaisir. C'était vraiment un jeune garçon très gentil. Il y avait également une jeune camarade de classe du petit Aiden. Elle pleurait en se demandant pourquoi la vie était si cruelle. Aiden était son premier amoureux. Il y avait également un voisin qui vivait juste à côté du jeune homme, qui avait le même âge que lui, qui lui se disait que le voisinage allait être maintenant très calme depuis que Aiden était parti. Il y avait également une vieille dame qui vivait dans la rue où vivait Aiden, qui elle aussi était très attristée par la situation. Aiden était un garçon vraiment adorable. À chaque fois qu'il voyait la vieille dame rentrer de ses courses, il courait vers elle pour l'aider à porter ses sacs. Un commerçant de la ville se souvient, quant à lui, d'un jour où Aiden est venu dans sa boutique acheter des bonbons pour les offrir à plein d'autres enfants dans la ville. Vraiment, Aiden était quelqu'un, un jeune garçon avec le cœur sur la main. Comme dans beaucoup d'enterrements, il y avait un prêtre qui récitait des prières, pendant que le cercueil était en train de descendre petit à petit dans le trou qui avait été fait dans le cimetière. Lui aussi avait des pensées émues envers le jeune garçon. Il se rappelait, lui, de son côté, quand Aiden l'aidait à préparer les messes du dimanche. Et enfin, dans cette assemblée, il y avait également le boucher. Le boucher, lui, se demandait ce qu'il y avait dans le cercueil. Pourquoi? Parce qu'il a passé la nuit précédente à mettre en pièces le corps du jeune Aiden et a mis la chair du jeune garçon en évidence dans la vitrine de sa boucherie. Cette histoire s'arrête ici, c'est très simple, le boucher est un assassin. Là on passe pas par 4 chemins pour aller à un endroit, on sait directement que c'est lui. C'est admis dans l'histoire, il n'y a pas de supposition possible. Ce qui est intéressant dans cette histoire je trouve, c'est que on voit un peu chacun qui a des souvenirs du jeune Aiden, même le boucher en soi. Le souvenir qu'il a lui, ce n'est pas un souvenir ému, c'est le souvenir de son assassinat du jeune garçon. Histoire très macabre. Paix à toi Aiden si jamais tu regardes cette vidéo de là-haut, puis on espère que le boucher va vite arrêter. Je pense en soi que c'est le bon moment pour devenir végétarien. Allez, on passe à l'histoire suivante. Dans cette histoire-là, on va suivre l'aventure de deux jeunes garçons. Ils s'appellent Billy et Richie. Leurs parents étaient partis pour s'occuper en amoureux pendant la soirée,
Et étant assez jeunes, ils ont été confiés à une babysitter. Une babysitter qu'ils connaissaient déjà assez bien, du nom de Agnès. Sauf que le petit bémol dans cette histoire, c'est que cette babysitter, il l'a détestée. Elle était imposante, moche, elle sentait la cigarette, c'était vraiment pas très agréable pour des enfants. Dès que les parents sont partis de la maison, Agnès a dit « Les enfants, il est temps d'aller au lit ». Les enfants ne sont pas très contents parce qu'ils disent que leurs parents les a autorisés à rester éveillés jusqu'à 11 h. Agnès répond à ça que les parents ne sont plus là et que du coup c'est elle qui fait la loi à la maison. Je suis la responsable, donc vous faites ce que je vous dis. Donc vous arrêtez de me contredire et vous filez au lit. Richie marmonne, tu es vraiment une très mauvaise babysitter. Et Agnès répond à ça, et vous, vous êtes de très mauvais garçons. Les deux jeunes garçons continuent de protester. Ils restent là, debout fixement sur le sol, sans bouger le moindre orteil. Là, Agnès va dire, très bien, si vous ne voulez pas aller au lit, j'ai une petite surprise pour vous. Et tout en disant ça, elle a un petit sourire malicieux. Elle ajoute, j'ai quelque chose qui devrait vous faire plaisir. Richie est étonné, il dit, qu'est-ce que c'est? Et la babysitter répond que c'est une histoire avant d'aller dormir. Mais pas n'importe quelle histoire. Une histoire qui est censée donner des petits frissons. La babysitter Agnès demande aux jeunes enfants s'ils sont partants pour l'écouter, et les deux jeunes garçons ensemble disent que oui. La babysitter prépare tout de suite l'ambiance. Elle éteint les lumières, elle s'assoit sur le canapé, et les deux jeunes garçons, eux, s'installent par terre devant elle. Voici ce que la babysitter raconte. Dans certaines villes, des gens ne ferment pas leur porte d'entrée à clé. Mais dans la ville où se passe l'histoire, tout le monde s'assure, au moins 3 fois, qu'avant d'aller dormir, la porte soit bien fermée. Mais également que les fenêtres soient bien verrouillées. Et il y a une très bonne raison à cela. C'est à cause de Madman Stan, le fou Stan. Personne ne sait d'où il vient. Certains disent qu'il vit dans le cimetière, qu'il dort entre les pierres tombales, et qu'il est à la recherche d'hommes et de femmes. Mais ce qu'il préfère, ce sont les jeunes filles. Et encore plus que toute chose dans le monde, il préfère les jeunes garçons. À chaque fois, il enlève ses victimes, il les ramène au cimetière là où il réside, et personne n'ose parler de ce qu'il fait à ses victimes dans le cimetière. Les habitants qui vivent proches de cet endroit disent entendre parfois des cris la nuit, des cris de terreur, de souffrance, des cris qui les horrifient complètement. Certains disent qu'ils ont vu ce fameux Madman Stan, tard le soir, rôder de maison en maison, regarder chaque fenêtre, chaque porte pour essayer de s'inviter dans une des demeures de la rue à la recherche d'une entrée qui ne serait pas verrouillée. Et quand enfin il trouve ce qu'il est venu chercher, il rentre dans la maison. C'est pour cette raison que tout le monde verrouille ses portes d'entrée et ses fenêtres. Maintenant, comme je l'ai dit juste avant, il est l'heure d'aller au lit. Richie est un peu déçu. Il dit c'est tout, c'est pas vraiment une histoire. Et Agnès répond à ça, tu as raison. Ce n'est pas une histoire, c'est un avertissement. Je veux que vous alliez tous les deux au lit, et si j'en surprends un qui se réveille, j'irai ouvrir la porte d'entrée. Comme ça, Madman Stan viendra dans la maison et viendra vous enlever. 10 minutes plus tard, les deux jeunes garçons étaient au lit tranquillement. Ils étaient pas endormis mais bien réveillés et ils regardaient le plafond dans la pénombre totale de leur chambre. Richie repenser encore un petit peu à l'histoire qu'on lui avait racontée. Il demande donc à Billy, est-ce que tu penses que c'est vrai? Et Billy répond à cela, bien sûr que non, elle essayait juste de nous faire peur pour nous mettre au lit. Et là tout d'un coup, la porte de la chambre s'ouvre. Elle est grande ouverte. Très surpris, les deux jeunes garçons sursautent, et c'était Agnès qui se tenait là, dans le couloir juste devant leur chambre. Elle crie, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous ne dormez pas, je vais aller ouvrir la porte d'entrée. Elle referme la porte de la chambre en la claquant, ce qui fait que les deux jeunes garçons se retrouvent de nouveau dans la pénombre, et là ils commencent un petit peu à trembler. Ils se cachent sous leurs oreillers, ils tremblotent un petit peu, et ils entendent les pas de la babysitter qui se dirigent vers la porte d'entrée. Billy chuchote, c'est de ta faute, pourquoi t'as été obligé de l'ouvrir? Richie répond, je suis désolé. Billy répond que maintenant la babysitter va aller ouvrir la porte d'entrée, et Rich dit, mais t'as dit que toi tu n'y croyais pas à cette histoire. Et Billy répond que oui, il n'y croit pas. Et ça justement, ça interpelle un petit peu Richie, il lui dit, mais du coup, mais de quoi t'as peur? Et là Billy va dire qu'il n'a pas peur, il commence à parler de quelque chose mais il se coupe rapidement, on ne sait pas de quoi il parle. Il conclut juste en disant à son frère de se taire avant que la babysitter ne revienne. Les deux jeunes garçons sont allongés dans leur lit, ils regardent toujours le plafond, ils essayent de trouver le sommeil, mais ni l'un ni l'autre n'arrive à se détendre pour s'endormir. Ils repensent encore et encore à cette histoire et au fait que la babysitter aille ouvrir la porte d'entrée. En réalité, ils commençaient à penser que ce fameux Madman Stan allait venir les voir. Ils s'imaginaient déjà être traînés dans le cimetière et être victime d'atrocités commises par cet homme de l'histoire. Billy a sauté de son lit. Son cœur battait rapidement. Il est allé silencieusement devant la porte de la chambre. Il l'a ouverte
Délicatement, il a regardé dans le petit écart qu'il avait créé et il a dit que la voie était ouverte. Richie, son frère, demande mais où vas-tu? Et en fait, Billy avait un plan dans sa tête. Il allait silencieusement descendre vers la porte d'entrée pour la refermer à clé. Il se dirige donc totalement en discrétion à la porte d'entrée et là il se rend compte d'une chose étonnante. La porte d'entrée était déjà fermée. La babysitter avait menti, elle n'avait jamais réouvert la porte. Billy fait demi-tour, il retraverse la pièce à vivre pour retourner dans sa chambre et là quelque chose l'interpelle. Il voit que dans la pièce à vivre, il y a Agnès la babysitter qui est allongée sur le canapé avec la télé en face qui est éteinte. Il a essayé de s'en approcher un peu silencieusement pour voir ce qu'elle faisait et elle était là, allongée sur le canapé, les yeux fermés, la bouche grande ouverte. Elle ne faisait aucun bruit, elle ne bougeait pas du tout. Billy était un peu curieux, il ne savait pas en soi si elle était morte comme ça ou si elle était endormie. Billy, après avoir vu ça, remonte tranquillement dans sa chambre et part pour se coucher. Plus tard dans la soirée, quelques heures plus tard, les jeunes garçons sont tirés de leur sommeil par un gros bruit sourd. Ce bruit sourd venait de leur porte, de la porte de leur chambre, comme si quelqu'un frappait très fort dessus. Là, la porte sous les coups a cédé, elle s'est ouverte et ensemble, ils ont crié de terreur. L'homme qui venait de défoncer leur porte, c'était leur père. Il a allumé la lumière et il a dit « C'est bon, tout va bien, ils sont là ». Là, leur mère est arrivée également au courant et en les voyant, elle a expiré, mais expiré, vous savez, un peu un soupir de soulagement en mode « C'est bon, ils sont là ». Le père dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est la babysitter ?» Quand on est rentré, la porte d'entrée était grande ouverte et la babysitter, elle, était introuvable. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est partie? Richie murmure peut-être que le madman l'a pris. Là, Billy regarde ses parents, il a entendu ce qu'a dit son frère, et en acquiesçant de son visage et avec un sourire malicieux, il va dire « Sûrement, Madman Stan a dû l'attraper ». Là, les amis, sur cette histoire, on a un petit twist assez intéressant. On a clairement en soi, dans cette histoire, un enfant tueur. Moi, comment j'interprète cette histoire? Parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles. C'est qu'en fait, Billy, pour se venger un peu de la tyrannie de la babysitter, il lui a fait vivre un peu l'expérience du Madman Stan. Concrètement, je m'explique. La babysitter racontait la fameuse histoire aux jeunes garçons. Elle leur a mis un petit coup de pression en disant que s'ils faisaient des bêtises, elle allait ouvrir la porte pour que le tueur vienne les choper. Billy est descendu pour assurer la sécurité de tout le monde et refermer la porte. Et du coup, il s'est rendu compte qu'en fait, la babysitter l'avait dupé. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout passé pour Billy. C'est pour ça qu'en fait, il a profité que la babysitter soit totalement endormie pour potentiellement la traîner dans un cimetière et lui faire des choses qu'on ne pourrait pas prononcer, c'est-à-dire la torturer et l'assassiner. Ça, c'est ma vision des choses. L'autre version qu'on peut avoir, ce serait en fait que Billy soit le fameux Madman Stan. Ça, j'y crois un peu moins. Si jamais vous êtes babysitter, faites attention à vous, hein, ne faites pas des petites blagues comme ça aux enfants, vous voyez un petit peu comment ça peut tourner derrière. Allez, on décale sur l'histoire suivante. Les amis, dans cette dernière histoire, on va voir l'histoire d'un couple qui a visité une cabane pendant la nuit la plus sombre de l'année. Rien que ça. Je savais même pas qu'on peut avoir des nuits les plus sombres de l'année. Il était aux alentours de minuit quand ils ont conduit dans les bois et ils sont arrivés à un moment donné devant une vieille cabane. Ils se sont arrêtés là et ils avaient des petits frissons qui parcouraient leur peau déjà. Le jeune homme et la jeune femme étaient là pour se faire des petits frissons et ils se sont donc aventurés vers cette fameuse cabane. Ils ont ouvert la porte et la jeune femme dit « Est-ce que c'est là ?» Ce à quoi le jeune homme répond « Oui, c'est bien l'endroit, entrons dedans. » On ne sait pas encore de quoi il parle, mais ça va venir avec la suite du récit, vous inquiétez pas. La jeune femme dit « Toi, rentre en premier », ce que l'homme fait bien évidemment. La porte s'était refermée derrière eux et ils étaient donc dans la pénombre. Le jeune homme dit dans la cabine « Savais-tu qu'aujourd'hui c'était la nuit la plus sombre de l'année ?» La jeune femme a du mal à le croire et lui dit « Ah bon, t'es sûr, c'est aujourd'hui ?» Le jeune homme dit que oui, et il ajoute à ça « Veux-tu savoir pourquoi on appelle cette nuit-là la nuit la plus sombre de l'année ?» La jeune femme lui dit non, mais le jeune garçon se dit qu'il va quand même lui raconter pourquoi. Moi perso ça tombe bien, je voulais le savoir. Il y a 20 ans, la cabane où il se trouve était déjà abandonnée. Elle tombait déjà en lambeaux et parfois des chasseurs se rendaient à cet endroit pour chasser. C'était également un lieu utilisé pour les jeux de couple, pour se rencontrer dans des endroits un peu atypiques. Et on dit que le vieux bois de la cabine a vu énormément de câlins et de baisers passer. Mais tout a dégénéré un matin froid d'octobre. La jeune femme commence à être intriguée. Elle dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Eh bien, on a trouvé le corps d'une jeune fille dans la cabane. Elle avait été assassinée et la scène de crime était vraiment terrifiante. C'était un meurtre vraiment très brutal. On disait qu'on avait sorti ses intestins, que ses yeux avaient été retirés mais de manière très violente.
Je vais pas faire tous les détails, mais vous voyez un peu le truc, hein. C'était quelque chose vraiment de bien crade. Il y en avait de partout dans la cabine. On dit que l'assassin aurait pris avec lui une des mains de la jeune fille. Elle est morte lentement et en souffrance, mais des souffrances vraiment terribles. La jeune femme commence un peu à paniquer, elle dit mais c'est horrible, pourquoi tu me dis ça? Le jeune homme continue en disant que c'est là que l'histoire devient inquiétante, c'est que l'assassin n'a jamais été retrouvé. Et on dit depuis ce jour que la cabane au milieu des bois est hantée. Chaque année, à la nuit la plus sombre de l'année, on pourrait entendre à cet endroit des cris, comme si le crime était recommis de nouveau. La jeune femme commence à plus trop croire à l'histoire, elle dit tu dis ça juste pour m'effrayer. On est au milieu de nulle part, dans une cabane un peu étrange, c'est juste pour me donner des frissons, je te crois pas trop. Et le jeune garçon dit que non, c'est la stricte vérité. Et étant assez taquin, du coup la jeune femme a du mal à le croire. C'est pas la première fois qu'il fait ce genre de petites histoires fausses pour intimider la femme. Sauf que le jeune homme, lui, assure que cette fois-ci, il ne plaisante pas, c'est la stricte vérité. Il ajoute, mais t'as jamais entendu cette légende, elle est pourtant très connue, et la jeune femme remarque qu'il a un petit sourire en coin, du coup elle a du mal un peu quand même à croire en la véracité de ses propos. Elle dit donc, non, j'en avais jamais entendu parler, mais bon, cet endroit il me donne la chair de poule, allons-nous-en. Et là, le jeune homme va voir quelque chose, il va dire, viens voir, c'est intéressant. La jeune femme se rapproche petit à petit du jeune homme, elle lui dit en avançant vers lui, si tu m'avais dit tout ça avant de venir, jamais j'aurais accepté qu'on se rende dans cet endroit. Cette fille a dû vivre vraiment un vrai calvaire. Et là, le jeune homme va lui faire un signe, il va lui dire de se taire. Il va le dire, tais-toi, peut-être qu'on pourra entendre ses cris. La jeune fille veut partir, le jeune homme commence à être un peu plus taquin, lui dit, attends, on est venu avec ma voiture, moi je te laisse pas rentrer, toi tu passes la nuit ici, comme ça tu auras bien peur. Et la jeune femme, elle est pas du tout sereine, elle plaisante plus du tout avec cette histoire, elle est totalement terrorisée. La jeune femme décide donc de sortir de la cabane en bois. Elle s'approche de la porte, elle se saisit de la poignée, elle fait le geste pour ouvrir la porte, sauf que là, la poignée part dans sa main. La jeune femme est surprise, elle s'attendait pas forcément à ça, et là, sa surprise se transforme en panique, elle commence à essayer de défoncer la porte. Mais rien n'y fait, la porte est totalement bloquée. Pendant qu'elle essaye toujours d'ouvrir la porte, elle dit « Est-ce que tu m'as fait une blague? C'est vraiment pas drôle. Aide-moi à ouvrir la porte. » Et là, elle n'a aucune réponse du jeune homme qui se trouve derrière elle. La jeune femme se retourne, et là, l'homme se recule un peu dans la pénombre. On ne voit qu'une silhouette désormais, avec quelques reflets qui éclairaient au travers des trous dans le bois de la cabane. Et le jeune homme dit « As-tu peur maintenant ?» La jeune femme remarque que l'homme fait des sortes de mouvements de main dans sa main droite, qui laisse au fur et à mesure du temps apparaître un crochet en métal. La jeune femme demande ce qu'il se passe, et l'homme ne répond pas. Il commence à se rapprocher de la jeune femme. Elle se rend compte que l'homme n'est plus aussi jeune qu'il avait l'air d'être, qu'il est maintenant plutôt vieux, il a la peau ridée, des cheveux qui étaient de base blancs sont devenus gris, et l'homme dit « J'adore cette nuit, quel dommage qu'elle n'arrive qu'une fois par an. » Là, la jeune femme comprend tout. Elle est tombée dans un piège. Elle supplie l'homme devant elle de lui laisser la vie sauve. L'homme ne l'écoute pas, et il ajoute « Pendant 20 ans, ils viennent ici. Les visages changent, mais les filles, elles, sont restées les mêmes, faibles et naïves, vulnérables et stupides, qui n'attendent que moi. » La jeune femme se met à genoux sur le sol, elle joint ses mains pour implorer la personne qui se trouve devant elle. L'homme ricane, il lève sa main tenant le crochet et il dit « C'est ma nuit. » Et en cette froide nuit d'octobre, cette cabane dans les bois, isolée, a encore été la source du cri terrifiant d'une fille qui souffrait. La brise du vent a transporté un petit peu le son, et les personnes qui vivaient proches de cette forêt ont entendu ce son venir de la forêt qui se trouvait dans le noir, et se sont précipités à l'intérieur de leur maison pour raconter à leurs proches qu'ils avaient entendu justement le son de la fameuse légende de la cabane dans les bois. Cette histoire s'arrête ici. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant encore une fois dans cette histoire qui est mis en avant. Parfois, on te dit dans des lieux hantés ou enfin des trucs un peu comme ça, que à l'anniversaire de l'assassinat ou ce genre de choses, tu pourrais réentendre ce qui s'est passé le jour où un endroit a été maudit par exemple. Et ce que je trouve intéressant du coup avec cette histoire, c'est qu'on te dit qu'en fait, il n'y a pas une malédiction. Ce qu'il y a, c'est que l'auteur des crimes perpétue à chaque fois un nouveau crime. Donc c'est pas du tout une légende, c'est juste de nouveaux meurtres à chaque fois. Je trouvais ça sympathique. Après, on peut avoir un élément un petit peu questionnable. C'est l'homme en soi, qui était normalement un jeune homme et qui est devenu un vieil homme et qui était du coup le meurtrier de la jeune fille de la légende. Pour moi, alors c'est possible hein, qu'avec du maquillage on puisse se rajeunir. Je sais pas, ou peut-être avec un masque. Est-ce que c'est avec un très bon masque peut-être, est-ce que c'est possible? Ça c'est un détail, ça ruine pas en soi l'histoire même si tu le sais pas, donc bon.